Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information. À la une, en ce lundi 23 avril, le service des étrangers à Mamoudzou, pris d'assaut par des dizaines de personnes en mal de régularisation de leur situation administrative. Beaucoup ont dû rebrousser chemin parce qu'elles n'avaient pas de rendez-vous. Explication à suivre. Autre élément dans l'actualité, l'installation officielle ce matin de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Composée de plusieurs membres, la structure prendra des décisions individuelles relatives aux droits des personnes. On en parlera avec Ali Debré-Combo, président de la Maison départementale des personnes handicapées. Et puis au 11e jeu de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien qui se déroule à Djibouti, nos jeunes handballeuses se démarquent, carton plein pour le moment du côté donc des filles avec 3 matchs et 3 victoires. Elles terminent premières de leur poule. Ils étaient des dizaines ce matin à espérer être reçus au service des étrangers à la préfecture de Mamoudzou. Une rumeur faisant état de l'ouverture du service pour tous, mais en réalité, seuls ceux qui avaient rendez-vous étaient reçus. Gervais Nithieu et Nordine Bensmail. Derrière la grille, un agent prend des pièces d'identité. La fonctionnaire va dans son bureau. Elle vérifie que les noms de ces immigrés figurent sur la liste des personnes convoquées. Ce lundi, le service étranger a bel et bien ouvert ses portes en début d'après-midi. Mais aujourd'hui, qui sont ceux qui sont reçus ici, en fait? C'est du rendez-vous. Des rendez-vous? Ouais. Vous avez reçu à peu près combien de personnes? Pardon? Je ne sais pas combien. Plusieurs étrangers ont pu accéder aux locaux du service de l'immigration et de l'intégration pour déposer leur dossier. Mais pas tous. Cela fait des heures que cet homme attend. Et vous étiez convoqué? Oui. Et pourquoi on ne vous reçoit pas? Je ne sais pas. Mais vous étiez dans l'heure avant la fermeture ou pas? Avant. Depuis hier même. Vous avez passé la nuit là? Ouais. Et ben qu'est-ce qu'ils vous disent maintenant? Bon, rien. Il fallait attendre qu'on soit appelé ou attendre que ça soit réglé. Mohamed a 25 ans. Ce grand Comorien, arrivé à l'âge de 7 ans, espère renouveler son titre de séjour qui a expiré le 28 mars. Il n'a pas été reçu cet après-midi. Mon numéro, ça ne fonctionne plus. On m'a volé mon téléphone. Et du coup, j'ai plus de le numéro que je l'avais posé aux préfectures. Ça ne fonctionne plus. Ben, du coup, moi, j'attendrai voir si j'étais dans la liste. Et du coup, je n'ai pas entendu mon nom. Ben, je suis là jusqu'à maintenant. Dans la matinée, Mohamed était déjà là. Il avait été informé de la réouverture du service comme plusieurs autres étrangers. Mais ils sont tous repartis sans être servis. Ce sexagénaire souffre du diabète. Il a attendu des heures sous le soleil, en vain. Et là, vous rentrez chez vous? Oui. Je rentre chez vous, à Sada. Vous venez de Sada? Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez revenir ou vous allez faire quoi? Je sais pas. Cet homme a bien une convocation. Il espère avoir suffisamment de force pour revenir prochainement au service étranger afin de renouveler son titre de séjour qui lui permettra de bénéficier des soins à l'hôpital. Et la question de l'immigration, particulièrement l'immigration clandestine, était au cœur des discussions à l'Assemblée nationale, et ce jusqu'à hier, avec l'adoption du projet de loi Asile et Immigration, projet très controversé. Nombreux sont en effet les députés qui se sont opposés, dont Mansour Kamardine. Il a été l'un des orateurs les plus virulents, mais au final, aucune mesure particulière n'a été prise pour notre territoire, aux grandes dames donc du parlementaire mahorais. On l'écoute au micro de nos confrères d'Outre-mer Première. Sans le regroupement familial, dans 5 ans, la population étrangère à Mayotte sera de l'ordre de 75%. Dans les écoles, sera 85%. Si on vient encore ajouter le regroupement familial, chaque personne régularisée, il y a 600 personnes qui viennent en régularisation tous les jours devant les préfectures. Si on fait le regroupement familial, eh bien, dans 5 ans, plus de 90% de la population mahoraise sera d'origine étrangère. Le problème de fond, c'est que l'île la plus proche des Comores se trouve à 70 km de vos côtes et que la différence de revenus par habitant est de 1 à 13. Donc évidemment qu'il y a une immigration irrégulière qui est absolument extraordinaire et qu'aujourd'hui on arrive difficilement à gérer. On va y mettre les moyens supplémentaires.
Mais il faut étudier les problèmes de fond et c'est ce à quoi s'est engagé le Premier ministre. Et donc ce n'est pas ce soir qu'on va dans cette assemblée, là, à cet instant précis, que nous allons apporter des solutions, mais ces solutions, nous souhaitons les construire avec vous. Avis défavorable, mais par contre, suivi de Mayotte sera fait dans les prochains mois et dans les prochaines années, parce que cela prendra sans doute un peu de temps. Voilà donc pour la réponse donnée à Mansour Kamardine par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Et pour rappel, après plus de 60 heures de débat et 1 millier d'amendements examinés, 228 députés ont voté en faveur du projet, 139 ont voté contre et 24 se sont abstenus. Et vous le savez, les élus mahorais, dont Mansour Kamardine, ont été reçus jeudi dernier à Matignon pour un point d'étape de la mission interministérielle chez nous. On a entendu les réactions des différents élus suite aux annonces du Premier ministre Édouard Philippe, mais nous revenons sur cette journée que certains qualifient d'historique pour notre département. Avec vous ce soir, Miss Baudine Bakar, bonsoir. Bonsoir, Siti. Alors, que faut-il finalement retenir de cette semaine chargée d'actualité mahoraise à Paris? Alors d'abord sur la forme, c'est un exercice assez inédit. Pour montrer son implication, l'État a réuni pas moins de 5 ministres autour de la table. Il y a eu le Premier ministre et des ministres avec des portefeuilles régaliens. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, Annick Girardin, ministre des Outre-mer, et Elisabeth Borne, qui est chargée de la solidarité et des transports. Alors, du côté de la délégation mahoraise, là-dessus, l'État a été très clair. Toutes les estrades de la vie politique locale ont été représentées. Le Premier ministre l'avait dit, je recevrai que les élus politiques. Autrement dit, pas de syndicats ni collectifs. Alors, on a eu les 4 parlementaires, les 2 députés, les 2 sénateurs, et puis 4 maires et 4 conseillers départementaux. Donc, c'est tout ce qui concerne la vie politique à Mayotte. Et au niveau du fond, on ne peut pas parler, Siti, de révolution, mais il y a eu quand même des engagements. Et quels sont ces engagements, justement ? Alors, on a vu, comme on le sait depuis jeudi, il y aura une ARS de plein exercice, un rectorat à la place du vice-rectorat, un pôle emploi qui sera également de plein exercice. Donc, on peut dire que ces engagements, s'ils ne sont pas suivis d'effet, c'est-à-dire sans moyens humains ni matériels adéquats, cela ne changera rien du tout. Et d'ailleurs, on peut dire que l'État remet juste les choses à leur place. Parce que quand les élus locaux parlent de mise sous tutelle de Mayotte par rapport à La Réunion, c'est juste un abus de langage parce que là-dessus, la loi est claire. L'article 72 alinéa 5 de la Constitution stipule qu'aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. C'est-à-dire on peut être chef de file, mais on ne peut pas être une tutelle sur notre collectivité. Donc on aura beau avoir une ARS, un rectorat, un pôle emploi à Mayotte, mais c'est aussi aux élus mahorais de se battre pour être chef de file d'un tel ou tel domaine. Alors, il y a aussi des choses qui ont été reprochées à ces annonces. Il y a eu des annonces, mais aucune somme n'a été avancée, et encore moins un calendrier. Alors oui, tout à fait. Durant sa déclaration générale, le Premier ministre n'a pas annoncé des chiffres, mais il y a eu des réunions en coulisses, des réunions à huis clos, et là-dessus, il aurait des chiffres avancés, notamment le contournement de Mamoudzou, c'est sur 500 millions d'euros, et il y aura également 130 millions d'euros pour les routes qui seront étalées en 15 ans, mais aussi près de 200 millions d'euros pour agrandir et rénover l'hôpital de Mamoudzou. Donc ce sont les enveloppes qui circulent en coulisses dans les réunions à huis clos, mais la ministre des Outre-mer est attendue à Mayotte dans 3 semaines et ça sera sans doute elle qui se chargera des détails. Et concernant la grève générale, les membres du collectif qui étaient partis à Paris sont entendus demain et des réunions sont prévues dans les prochains jours pour des suites à donner à cette grève générale. Merci beaucoup, Ms. Baudine Bakar, pour toutes ces informations. Et du nouveau, pour les personnes en situation de handicap dans le département, la CDAPH, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, a été officiellement installée ce matin, comme vous le voyez sur ces images. Cette instance unique statuera sur les décisions de chaque individu, composée de 24 membres. Ils sont issus de diverses institutions et associations en charge des personnes en situation de handicap. Les membres de la commission ont donc été élus à l'issue de cette première séance. Une commission qui viendra sans doute en aide à cette famille que nous allons voir à présent. Un exemple de ce que vivent de nombreuses familles d'entre elles, très souvent livrées à elles-mêmes face à leurs proches en situation de handicap. Reportage à Tingoni de Génial Atoumani et Géraldine Lui.
Mohamed a 21 ans. Ce polyhandicapé est suivi depuis 10 ans par Asmine, qui passe à ses côtés 1 heure par jour, trop peu selon elle. Arrivé à la maison, d'abord il faut faire sa toilette. Après la toilette, il faut ses linges, mais malheureusement, maintenant on ne nous donne plus le temps de faire tout ce qu'on devait faire avec lui. Vous voyez comment il est. Il doit dépendre de tout. On doit tout faire pour lui, à sa place. Pour Doifati, la mère, 1 heure d'aide à domicile, c'est déjà mieux que rien. Elle qui a en charge 2 autres enfants en situation de handicap. Il y a des fois, je suis fatiguée. Des fois, c'est dur, c'est vrai. Mais que faire? Je suis déjà habituée et je n'ai pas d'autre choix que de m'occuper d'eux. Même quand je suis fâchée, je dois faire avec. Avec sa malformation aux jambes et aux bras, Nourania, 4 ans et demi, n'est toujours pas scolarisée. Son état requiert une assistance au quotidien à l'école, un luxe qui ne lui est pas encore offert. Mais Mahadi, son autre grand frère, âgé de 18 ans, va lui au lycée de Kahani, mais ses crises d'épilepsie depuis l'âge de 9 ans ne lui permettent pas de mener une vie normale. C'est dur parce qu'il y a des camarades qui rigolent de moi. Et puis ça me dérange. Ma maladie fait que je ne pense pas à ce que je vais faire plus tard parce que j'ai peur que les crises-là m'arrivent au travail. Du coup, j'ai même pas de rêve de travail. Parce que même à l'école, je n'arrive pas à suivre les autres. Si le soutien psychologique vient à manquer, côté finance, la famille fait avec les moyens du moment. Cette mère nous explique qu'avant, elle était aidée par la MDPH et la CAF. Mais pour percevoir les aides, il faut que les dossiers de ses enfants passent en commission, ce qu'elle attend encore aujourd'hui, nous dit-elle. Donc elle vit avec le RSA et la pension de son aîné. Soit environ 700 € par mois, Doifati espère malgré tout offrir à terme un meilleur cadre de vie à ses enfants. Et Ali Debré-Combo est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les Mahorais qui nous regardent ce soir. Vous êtes le président de la MDPH. Alors, on a vu ce reportage, cette mère de famille qui est confrontée à une situation assez compliquée, des enfants qui ne sont pas scolarisés, dont un qui ne se voit pas travailler puisqu'il ne sait pas comment s'insérer. Qu'est-ce que la commission, cette nouvelle commission qui vient d'être installée, peut faire pour cette famille-là? Alors effectivement, comme nous le savons tous, on a transformé la MPH en MDPH, c'était l'année dernière. Et dans la suite logique de nos travaux, nous avons procédé ce matin à l'élection du président déjà de cette commission et à son installation. Donc la CDAPH aujourd'hui, c'est l'organe décisionnaire de la MDPH, puisque la MDPH c'est une structure, mais il lui fallait ces outils pour pouvoir fonctionner. Et parmi ces outils, il y a cette commission de CDAPH. Donc désormais, on va pouvoir dire que nous rentrons dans le droit commun, c'est-à-dire que nos décisions sont prises dans une instance qui répond à tous les critères qu'on peut trouver dans toutes les MDPH de France métropolitaine et de Navarre, comme on le dit. Mais comme on vient de le voir sur le reportage, la famille, cette femme qui n'arrive pas à s'en sortir face aux difficultés du quotidien, comment faire? Est-ce que c'est elle-même qui doit faire les démarches pour venir parler de son dossier au sein de la commission, ou comment ça va se passer? Alors, l'esprit même de la loi du 11 février 2005, c'est ça, elle place la famille au cœur du dispositif. Maintenant, nous savons le contexte mahorais, qu'il y a des familles, il y a des personnes qui ne sont pas à même d'appréhender toute la réglementation, et c'est notre devoir. Mais dans un premier temps, c'est d'abord la famille qui doit nous saisir. Après, nous avons des équipes qui sont là, qui peuvent aller au domicile, faire une évaluation au plus près pour remonter les besoins afin de pouvoir répondre à ce qui se rattache de plus près aux besoins quotidiens de la personne. Par exemple, sur quel domaine vous allez interagir? Alors, nous sommes la maison des personnes handicapées. Nous sommes censés être le guichet unique. Nous sommes l'entrée de tout handicap, si vous voulez. Après, c'est vrai qu'il y a différentes, selon les personnes, il y a des personnes qui aujourd'hui sont là pour les prestations, ça veut dire le droit prestation, pour la scolarisation pour les enfants, mais aussi pour l'orientation
l'insertion professionnelle. Nous avons en notre sein un référent insertion professionnelle dont la mission première, c'est justement de pouvoir travailler un projet professionnel avec les usagers. Et justement, je vais revenir sur ma première question. Une famille qui se retrouve dans des difficultés comme celle qu'on vient de voir, elle va s'adresser pour avoir accès à la commission. Où doit-elle se diriger? C'est l'AMDPH. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a cette possibilité qu'une famille puisse saisir l'AMDPH afin de pouvoir assister à la commission, enfin assister, venir défendre son dossier au sein de la commission. Donc tout ça, ce sont des possibilités et nos équipes sont là pour aiguiller et accompagner au maximum parce que ça fait partie de nos missions, accompagner les familles. Et sur quelle base la commission va prendre ses décisions par rapport aux familles? Vous savez, c'est réglementaire, hein. C'est dans le cadre de la loi. C'est une commission par mois qui va... et puis, c'est sur la base des propositions qui seront faites par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation. Ça veut dire qu'il y a déjà un travail qui sera fait en amont avant d'arriver avec le dossier en commission pour que ça soit validé. Et une famille qui n'a pas encore la reconnaissance en tant qui est un enfant, qui n'a pas encore eu cette reconnaissance en tant que personne handicapée, doit également saisir la commission. Donc, d'abord venir déposer, se faire recenser au sein de la MDPH. Il y a le dossier à récupérer et dedans, vous avez les possibilités de remonter tous vos besoins qui seront étudiés par une équipe pluridisciplinaire. Si on juge qu'on a tous les éléments, on y va, on statue. Si on estime qu'il faut aller à domicile pour encore essayer de piocher ou voir s'il y a des choses qui manquent, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres dispositifs qui rentrent en jeu. On aura peut-être l'occasion, dans un autre moment, de le dire. C'est tout ce travail-là qui est fait par des équipes pluridisciplinaires qui vont à domicile. Donc, pour toute information, il faut s'adresser au guichet unique de la MDPH. Merci beaucoup, Ali Debré-Combo, d'avoir été avec nous. On en vient cette fois-ci à ce fait divers assez spectaculaire, un cambriolage qui est survenu la nuit dernière au lycée agricole de Coconi, où 8 individus se sont emparés de l'argent, du matériel informatique et des véhicules. En somme, ils sont partis avec tout ce qu'ils pouvaient trouver après avoir neutralisé les gardiens. Les explications de Laïnissa Dachim et Farah Hussein. Le personnel découvre l'ampleur des dégâts. Ce cambriolage spectaculaire a été très fructueux. Après avoir ligoté les 2 gardiens vers 23h30, les 8 malfrats, vraisemblablement très organisés, ont défoncé les portes, dérobé tout ce qui pouvait l'être, avant de partir avec des véhicules, du matériel informatique et de l'argent liquide. Ils cherchaient particulièrement des clés. Ils avaient en idée véritablement de voler une voiture, donc ils ont pris une voiture, un scooter. Ils ont également pris tout ce qu'il y avait sur les bureaux, les portables, vous voyez bien, tout ce qui est monnayable. Voilà, donc ça a duré un bon moment, ça a duré 1h30. Et ce qu'il faut remarquer également, c'est que les gardiens ont été neutralisés complètement. On leur a pris leur portable, donc ils n'avaient plus aucun moyen de communication. Donc on voit bien l'organisation de cette bande. On n'est pas sur des petits malfrats qui se promènent, c'est vraiment de la grosse organisation. Ils ont trouvé un peu des euros, on va dire ça comme ça. Rien de particulier en soi, rien du fonctionnement de l'établissement. Une fois les cambrioleurs partis, les gardiens ont averti les voisins qui ont alerté les gendarmes. Le lycée agricole situé sur un site de 9 hectares n'est pas facile à sécuriser, ce qui le rend vulnérable. Mais des travaux sont en cours. Chaque fois, ça veut dire aussi des frais qui sont engagés pour le lycée. Alors il y a un projet de sécurisation de toute l'enceinte du lycée, mais la caractéristique de Coconi, c'est justement un espace qui est grand, qui est ouvert avec toute la convivialité de ce site. Donc bien évidemment, le revers de la pièce, c'est que la sécurisation est difficile. Il y a un début de travaux qui a été fait. Il va se poursuivre. Les cours ont été maintenus afin de ne pas pénaliser les élèves déjà très en retard dans les programmes après 7 semaines de mouvement de grève contre l'insécurité. Une insécurité qui semble toujours très tenace dans notre département. Agriculture à présent avec la filière de la vanille locale qui se réorganise. L'initiative de l'association Saveurs et Senteurs de Mayotte réunit une vingtaine de producteurs. Ces derniers tendent à offrir une vanille estampillée haut de gamme. En effet, la qualité de la vanille noire de Mayotte est reconnue face à ses concurrentes de La Réunion ou de Madagascar. Voyez ce reportage de René Lataste et Nordine Bensmail. Foundi Madi, l'agriculteur, entraîne Julie, la coordinatrice de l'association Saveurs et Senteurs de Mayotte, vers son trésor, niché au milieu des bananiers. D'après les signes que je vois là,
il faut que je me prépare là, au bout d'un mois. Là. Pour l'association, qui regroupe 20 producteurs de vanille, aller sur le terrain est indispensable pour garantir la qualité aux futurs acheteurs consommateurs. Foundi est intarissable sur sa vanille. Celui-là, je peux déjà, vous voyez là, c'est jaune. C'est jaune. Je peux déjà le cueillir. Voilà. Plus il y a moins de gousses, plus les gousses seront très bonnes, très, très grosses. Plus il y a trop de gousses, plus il va y avoir, ils seront toutes petites. Un savoir qui remonte à plusieurs générations. Je me souviens, je prenais la vanille de mon père et de mon grand-père et j'amenais à Chikoni. Il y avait la coopérative de Chikoni. Et puis on a vécu avec la coopérative pendant un certain temps, c'est disparu. Et à partir de là, la vanille a disparu à Mayotte. Pour relancer la vanille, la recette est simple, structurer la filière. Aujourd'hui, nous, on leur propose un bon prix d'achat de la vanille verte. On leur sécurise aussi des débouchés pour la vente de leur vanille, ce qui n'est pas toujours le cas d'après ce qu'ils nous ont fait remonter comme besoin. Donc en fait, on fait le lien entre le consommateur et le producteur. L'association a ouvert une cagnotte associative pour participer à ce projet de relance de la vanille de Mayotte. Elle achète la vanille verte un tiers plus cher que le prix du marché, en garantissant une vanille haut de gamme. La vanille mahoraise, la plus connue et la plus appréciée de l'océan Indien au siècle dernier, pourrait bien retrouver sa place dans les années à venir. Et du sport et les Jeux de la CJSOI, la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien. La 11e édition, vous le savez, se déroule à Djibouti. Et côté performance, pour le moment, nos jeunes handballeuses tirent leur épingle du jeu et finissent premières de leur poule. 3 matchs, 3 victoires, de bon augure donc pour la suite. Retour sur leur match joué ce matin contre les Seychelles avec Abdullah Damala, Faïd Souhaili et Atoumani Simba. L'entame du match est plus compliquée que prévu pour l'équipe mahoraise. Stressées, les filles ratent tout ce qu'elles entreprennent. Ce n'est qu'après 5 minutes de jeu que les joueuses se sont relâchées. Les mahoraises plus agressives et plus physiques prennent les choses en main, elles enchaînent les buts. À la pause, elles mènent 11-5. Soyez intelligente, c'est très bien ça, tu as senti le coup, c'est excellent. Okay. À la reprise, les joueuses mahoraises n'ont pas changé de rythme. C'est une pluie de contre-attaques qui s'abat sur le terrain, des contres rapides et souvent décisives. Les Seychelloises complètement dépassées n'arrivent plus à suivre le rythme. Les jaunes n'ont réussi à marquer que 4 petits buts dans cette deuxième mi-temps. Score final, 28-9 pour Mayotte. On avait vu les Seychelles jouer, du coup on savait un peu comment jouer. Donc on n'était pas trop dans le match. Mais après, on s'est rattrapé, on s'est mis dedans et c'est passé. C'était pas une équipe à sous-estimer. On est un peu tombé dans le piège au début. On a un temps de match assez difficile. On a vu plein de déchets techniques, plein de trucs, le ballon qui chauffe un peu. On avait profité pour faire tourner, faire une revue d'effectifs. Donc il y avait des filles qui n'avaient pas encore joué contre Madagascar. On a profité pour leur faire jouer, leur donner du temps de jeu. Et c'est toujours difficile. À Mayotte, on n'est pas habitué à avoir des gradins, à avoir salle fermée comme ça, à avoir toute cette émulation. Du coup, le ballon il a tendance à chauffer un petit peu les mains et on se débarrasse un peu du bal. Les affronteront Djibouti ou La Réunion. Et c'est sur cette belle prestation de nos jeunes handballeuses que l'on met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle la principale information. Des dizaines de personnes qui souhaitent régulariser leur situation administrative ont afflué très tôt ce matin devant le service des étrangers à Mamoudzou, mais nombreux sont ces personnes qui sont restées devant le portail en ce lundi. Les seuls usagers reçus étaient ceux ayant un rendez-vous en bonne et due forme. À suivre, juste après la météo, votre journal en maoré avec Darwesh Daou. L'information revient demain matin en radio dès 5h avec Moana Saindou. Et à 7h15 dans Zakweli, André Rakotondravula recevra le sénateur Tani Mohamed Swalihi. Rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle édition. Très belle soirée sur la première.